Bonjour, donc je vais vous parler de management visuel aujourd'hui. Alors, pourquoi ce choix du management visuel? En fait, parce qu'on est au cœur de ce qu'est le lean management. Si je peux vous présenter un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle The High Velocity Edge. Donc, ce livre-là parle en fait du management des entreprises qui sont plus rapides que les autres et qui, étant plus rapides que les autres, eh bien, en tirent un avantage compétitif sur leur marché. Donc, on a Toyota, bien sûr, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui sont citées là-dessus. Et le livre est intéressant parce qu'il explique comment est-ce que ces entreprises obtiennent cet avantage compétitif. Il y a 4 aspects à prendre en compte. Le premier est de construire un management visuel qui relève les problèmes au fur et à mesure de leur apparition. Le deuxième point, ça va être ensuite d'être capable de résoudre ces problèmes de la bonne façon, dans le bon ordre, mais localement avec les personnes qui les ont vus. Donc voilà, puis il y a quatre points au total. Donc si vous avez envie de lire un livre intéressant, Stephen Spear, The High Velocity Edge. On va démarrer sur le management visuel. Alors, le principe du management visuel, c'est que ça représente toujours sous forme d'un triangle. Donc il y a dans ce triangle comprendre, voir et agir. Et puis vous voyez qu'il y a dans ce management visuel, au centre, une équipe ici. Donc cette équipe, en fait, elle est importante parce qu'on veut vraiment que ce soit un travail collectif d'amélioration et non pas un travail individuel d'amélioration. Donc c'est l'équipe qui va, d'un certain côté, comprendre, ayant compris, qui va construire son management visuel pour voir ce qui l'intéresse. Ensuite, elle va agir pour améliorer la situation, ce qui va lui permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Toujours en équipe. On ne va pas rentrer très longuement dans la théorie. Ce que je vous propose, c'est d'avoir tout de suite un cas pratique. Alors, ce cas pratique, cette étude de cas, c'est celle d'une concession automobile. Donc, comment fonctionnent les concessions automobiles? En fait, je ne parle pas de la partie réparation et entretien de voitures, je parle de la partie vente de voitures. Donc, l'objectif de la concession Toyota, c'est de vendre des voitures Toyota, et de la concession Renault, c'est de vendre des voitures Renault. En revanche, pour arriver à vendre une voiture à un particulier ou à un professionnel, souvent, on est amené à lui racheter sa voiture. Donc l'entreprise va se retrouver avec finalement 2 types de voitures sur son parking, des voitures neuves et des voitures d'occasion. Ici, vous avez un exemple de parking avec un certain nombre de voitures d'occasion. Le management visuel va porter sur ce marché des voitures d'occasion. Donc le propriétaire de la concession, en fait, n'est ni Toyota, ni Renault, ni Peugeot. C'est quelqu'un, c'est un entrepreneur qui a décidé d'être propriétaire de concession, qui peut avoir plusieurs propriétaires, qui peut avoir plusieurs actionnaires. Mais en tout cas, ce sont des gens qui sont indépendants des marques, même s'ils ont des contrats avec ces marques-là. Donc pour lui, quand la concession marche bien, bah, c'est sa famille ou sa petite entreprise qui se porte bien. Quand la concession ne marche pas bien, c'est pénalisant pour l'ensemble de l'entreprise et l'ensemble de la famille. Et là, notre propriétaire, il vient sur le parking de la concession et ce qu'il constate, c'est qu'il y a beaucoup de voitures. Et ce beaucoup de voitures, pour lui, c'est pas bon signe. Donc, ce que l'on constate d'un point de vue lean, c'est qu'il y a un symptôme, c'est-à-dire quelque chose qui va vous mettre mal à votre aise, mais vous ne savez pas exactement quelle est l'origine du symptôme et comment s'y attaquer. Et donc, on va partir dans ce qu'on appelle de la résolution de problème. Donc, la première chose, ça va être d'arriver à comprendre les enjeux. Alors, comprendre les enjeux, pour le patron de la concession, en fait, ce qu'il voit sur le parking, il voit 49 voitures immobilisées. Il sait que ces voitures, globalement, elles valent plus ou moins 5 000 euros lorsqu'il les achète. Et donc, ce qu'il voit sur son parking, c'est 245 000 euros de trésorerie immobilisés sur le parking. Et 245 000 euros, c'est de l'argent qui n'est pas disponible éventuellement pour embaucher, éventuellement pour investir, éventuellement pour retourner dans sa poche. Il est patron de l'ensemble. C'est 245 000 euros juste bloqués sur le parking. Et ça l'embête. Et il a bien raison. Donc il va en discuter avec ses équipes et la première chose qu'il va dire, c'est qu'il va leur dire, écoutez, on va essayer de comprendre, alors excusez-moi, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer cette situation, mais surtout pourquoi est-ce que c'est embêtant. Donc le pourquoi c'est embêtant, on le voit là, c'est parce que quand on a non seulement de la trésorerie immobilisée, mais on va aussi avoir de la marge qui va se générer ou pas se générer. Donc il y a deux façons de regarder la marge. Il y a ce qu'on appelle la marge brute, donc de regarder un pourcentage de marge, et de la marge en euros. Donc on va les regarder ici.
Alors, si notre concessionnaire arrive à vendre sa voiture dans les 30 jours, ce qui est un peu son objectif, ce qui est une bonne pratique du marché, etc. S'il veut vendre sa voiture dans les 30 jours, en fait, il va arriver à en tirer, c'est la bonne pratique du marché, à peu près 15% de marge brute. Donc sa voiture à 5 000 euros, il va pouvoir la vendre à 5 750 euros et faire 750 euros de marge. En revanche, ce qui se passe, c'est que le prix des voitures s'abaisse au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'il y a de nouveaux modèles qui sortent, parce que les voitures vieillissent, et donc plus le temps va passer, plus la marge qu'il va faire sur sa voiture va baisser. Donc si jamais il arrive à vendre la voiture au bout de 60 jours, ben, il la vendra 600 euros, 90 jours 450 euros de marge et 120 jours 300 euros de marge. Et puis à un moment, il va peut-être la vendre au prix où il l'a acheté, puis peut-être qu'à un moment, il va perdre de l'argent sur sa voiture. Donc la vitesse à laquelle il va vendre la voiture va lui permettre d'avoir une marge qui va être meilleure ou qui va être moins bonne. Si on essaye de comprendre un peu quel est l'ordre de grandeur général de l'ensemble, on peut multiplier par le nombre de voitures, le temps qu'elles attendent, etc. Enfin bref, il y a tout un petit modèle économique sur le sujet. Ce petit modèle nous dit finalement, si jamais les voitures sont vendues 60 jours après être rentrées sur le parking, on aura perdu, en termes de marge, 33 750 euros. 33 750 euros, c'est déjà le salaire de quelqu'un dans un garage. Donc c'est juste de l'argent qui a disparu parce qu'on n'a pas réussi à vendre les voitures assez vite. Si on les vend à 90 jours, on va à peu près doubler ça, et à 120 jours, on arrive à plus de 100 000 euros. Donc on voit que la vitesse touche à la fois à la trésorerie de l'entreprise, l'argent qui est disponible pour faire quelque chose, mais aussi à sa marge, donc à la profitabilité de l'entreprise. Donc, ce que nous dit notre patron d'entreprise, il nous dit, pas obligatoirement à nous, mais en tout cas aux salariés de l'entreprise, il dit, écoutez, on va raisonner ensemble sur la façon d'améliorer, et ce raisonnement, en fait, on va le porter sur deux aspects. On va le porter sur un aspect qui va donc être un aspect de vitesse. Donc, on va vouloir vendre les voitures en moins de 90 jours. En moins de 30 jours, pardon. 92% des voitures doivent être vendues en moins de 30 jours. C'est l'objectif qu'on se fixe, collectivement. Et on va essayer de comprendre si on est capable ou non de le faire, et ce qu'il va falloir faire pour y arriver. Pourquoi pas 100% des voitures? Parce qu'il peut y avoir des voitures très particulières qui vont mettre plus de temps à trouver leurs clients. Ensuite, on va se mettre une deuxième contrainte. On va se mettre une contrainte qu'on ne va pas accepter de casser les prix. On va rester à 5 750 euros, c'est-à-dire nos 5 000 euros de prix moyen d'achat, plus les 750 euros de marge que l'on veut. On ne peut pas se retrouver avec des commerciaux qui nous disent, écoutez, chef, si je veux vendre la voiture, il faut accepter de la mettre à 4 000. Oui, elle partirait peut-être plus vite, mais on perdrait vraiment beaucoup d'argent. Donc deux contraintes. Les vendre vite, mais au prix prévu. Le bénéfice, quand on fait un peu le calcul, le bénéfice qu'on en attend, c'est d'avoir moins de trésorerie mobilisée, donc ça sera à peu près 120 000 euros en moins. Donc on passerait de 245 000 euros à 125 000 euros de trésorerie mobilisée. Les 120 000 euros qu'on dégage, on va pouvoir en faire quelque chose. Et puis avoir de la marge, donc avoir 62 000 euros de marge en plus. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, comprendre les enjeux, on explique bien pourquoi la vitesse, c'est important, on sait ce qu'on en attend, et maintenant la question qui se pose, c'est, mais finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et pourquoi est-ce qu'on ne vend pas dans les 30 jours? Pourquoi le parking est rempli? Et donc, on va construire un premier management visuel. On va essayer de savoir quels sont les véhicules qui attendent trop longtemps avant d'être vendus. Pourquoi est-ce qu'ils attendent? Pourquoi est-ce que certains sont vendus plus rapidement, etc. Donc ça, c'est le deuxième management visuel sur lequel on va travailler. On va reprendre les 49 véhicules qui sont sur le parking, et puis pour chacun des véhicules, on va se dire, donc on les classe par famille, les petites, les moyennes, les supérieures, etc., jusqu'aux véhicules pro. Et puis pour chaque véhicule, on va dire, celle-ci, ça fait moins de 30 jours qu'elle est là, celle-ci, ça fait plus de 120 jours, et on va donc avoir une vision du temps que les voitures ont attendu sur le parking. Pourquoi il y a du bleu, pourquoi il y a du rouge. Bleu quand ça n'est pas du Toyota, rouge quand c'est du Toyota. Cette image, elle est vraiment extraite d'une présentation de chez Toyota. Donc voilà, ils mettent des couleurs différentes pour leur voiture et celles des autres. Donc là, tout à coup, on a une vision plus claire. Et puis on voit que les 30 jours, on ne les atteint pas dans tous les cas de figure, loin de là, et que donc on va pouvoir avoir sur toute cette partie-là de la résolution de problèmes.
Alors la résolution de problème, elle va peut-être prendre des formes différentes en fonction de la durée. Peut-être qu'ici, on a acheté les voitures trop chères, on essaye de les vendre trop chères, donc il va peut-être falloir accepter un discount. Ok, très bien, on peut l'accepter là-dessus, mais après on arrête. Mais par contre, ici, qu'est-ce qui se passe? Et puis celle qui passe juste de l'autre côté des 30 jours, il se passe peut-être autre chose. Mais finalement, on a réussi à voir quelque chose ensemble, mais on ne sait pas encore très bien sur quoi est-ce qu'on peut agir. Et donc, ne sachant pas très bien sur quoi on peut agir, eh bien, on va retourner dans le parking. Donc, on va repartir dans ce qu'on appelle le Gemba. Le Gemba, en matière de Lean, c'est aller sur le terrain, essayer de comprendre la situation au plus proche des opérations. Et on va essayer de comprendre d'où vient le problème, pourquoi est-ce que ces voitures attendent trop longtemps. Donc, on aura mis sur nos véhicules l'ensemble des petites étiquettes qu'on a définies, qui permettent de savoir depuis quand est-ce que la voiture est là. Et en marchant sur le parking, eh bien, on va comprendre qu'il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas vendre la voiture. Donc on va comprendre que sur celle-ci, par exemple, le contrôle technique n'a pas été fait. Et on ne peut pas vendre une voiture pour laquelle il n'y a pas de contrôle technique. Que pour celle-ci, elle n'a peut-être pas été référencée dans le système. Que pour celle-ci, il y a une réparation à faire et qu'elle n'est pas encore passée dans le garage. Que pour celle-ci, etc. Et donc, on va petit à petit, en marchant dans le parking, comprendre qu'on a des familles de problèmes qui nous empêchent de vendre les voitures dans les délais et qu'il va falloir qu'on adresse pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé de vendre les voitures en 30 jours. Donc si on essaye de reprendre cette histoire de comprendre, voir et agir ensemble, en fait, sur le comprendre, ce qu'on aimerait arriver à faire, ça m'agace ce truc qui s'allume, ce qu'on aimerait arriver à faire sur le comprendre, c'est le lien entre le délai et la santé de la concession, ça on a réussi à le faire. Le voir, qu'est-ce qu'on a réussi à voir ici? On a réussi à voir en fait que chaque voiture a une situation. Est-ce qu'elle est vendable ou non? Est-ce qu'elle est au bon endroit sur le parking? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est sale? Est-ce qu'elle a des accidents? Et donc on arrive à savoir quelle est l'ampleur du problème, lesquels sont dans les 30 jours et pas les 30 jours. Donc le management visuel a permis de révéler un certain nombre de choses et on va décider d'agir. Et sur l'action, en fait, ce que l'on va faire, on va faire des actions simples. Encore une fois, les voitures qui sont là depuis très longtemps, il y a un moment, il va peut-être falloir les bazarder. Peut-être que l'on va pouvoir retravailler sur des standards commerciaux pour que les commerciaux arrivent à proposer des voitures qui ont l'air d'être moins faciles à vendre, etc., etc. Mais on a aussi, dans le cadre du Gemba sur le terrain, identifié un nouveau problème qu'il va falloir résoudre et pour lequel on va construire un management spécifique, un management visuel spécifique. Pardon. Donc ce problème, c'est identifier la préparation, pourquoi est-ce qu'elle prend plus de temps que ce que l'on avait imaginé au démarrage. Et là, pour l'instant, on sait que c'est un problème, on sait que c'est une partie du problème, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner voir les voitures, et puis on va se dire, mais finalement, qu'est-ce qui nous permet de nous dire qu'une voiture est vendable ou non? Donc au démarrage, on avait une espèce de petite signalétique qui disait, ben voilà, la voiture, voilà sa plaque d'immatriculation, elle est là depuis tant de temps, et voilà son modèle. Et en fait, on s'est rendu compte que ça n'était pas suffisant pour comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à la vendre. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va enrichir le management visuel avec un certain nombre d'informations. Ces informations sont, est-ce que la mécanique, les 150 points de contrôle ont été faits? Est-ce que c'est passé au contrôle technique sans lequel on ne peut pas vendre? Est-ce que la carrosserie est nickel? Est-ce que le nettoyage de la voiture a été fait? Et est-ce que le contrôle qualité final a été fait? Si les 5 points sont remplis, la voiture est vendable. Si un des points manque, eh bien, il va falloir qu'on travaille sur la voiture pour arriver à la mettre dans le circuit de vente. Donc, on a au moins, grâce à ce petit système, clarifié la situation, c'est du management visuel sur vendable, non vendable, etc. Maintenant, on va retourner faire un Gemba en se disant, mais les voitures, finalement, il y a une partie du processus qui n'a pas été fait. Comment est-ce que ça se passe en atelier? Et quand on revient dans l'atelier, ce qui se passe, c'est qu'on voit ça. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez en termes de management visuel là-dessus, mais moi, je peux vous assurer que ce que je vois, c'est de la grosse confusion. On ne sait pas quelle est la prochaine voiture qui va passer à la peinture. On ne sait pas depuis combien de temps celle-là est là, et c'est peut-être pas très encourageant. On voit des interventions, des stocks partout, des capots ouverts. Ça n'a strictement rien de clair.
Donc il va y avoir une réflexion supplémentaire en se disant, écoutez, maintenant dans l'atelier, on ne peut pas mettre n'importe quoi sous prétexte qu'aujourd'hui on préférait faire des breaks ou des diesels. On va essayer de se monter un plan et ce plan il doit être plus rapide pour qu'on gagne du temps sur la mise sur le marché de nos véhicules d'occasion. Et ce plan va se traduire par un troisième management visuel qui comporte une première partie qui est la description du processus. Donc le processus c'est j'achète la voiture, je sais si elle est en très bon état ou s'il va falloir que je la répare, hors ou commande de pièces. On fait les éléments de mécanique qui sont nécessaires. Ça passe à la peinture et la carrosserie si besoin. On nettoie tout ça, on rend la voiture absolument nickel ensuite. Et puis après, photo de la voiture parce qu'on va la mettre sur des sites web et exposition dans le parking pour qu'elle soit mise en valeur si quelqu'un veut venir l'acheter. Donc on est bien d'accord sur ce processus et sur cette organisation du processus. Ça va permettre à l'atelier de s'organiser. Et puis après, pour chaque voiture qui rentre, on va la mettre dans un planning. Et donc on l'achète le 13. On va faire l'expertise hors ou pas hors le 14. On planifie la mécanique le 16. 2 jours pour peinture et carrosserie, le temps que ça sèche. 1 jour pour préparation esthétique. Et le 21, c'est mis en place. Et donc vous voyez, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Et ces 7 jours, on va les retrouver planifiés pour l'ensemble des voitures qui viennent là-dedans. La dernière n'ayant pas 7 jours puisqu'elle n'a pas de problème de carrosserie. Donc ça va permettre pour chaque voiture de lui donner une vitesse de circulation à l'intérieur de l'ensemble de l'atelier. J'enlève ça pour qu'on le voit un peu mieux. Donc, pour la partie peinture, bah, c'est assez simple. Les gens de la peinture savent que aujourd'hui, si on est le 17, ils savent que aujourd'hui, ils vont s'occuper de cette voiture-là. Que hier, c'était cette voiture-ci, et que la semaine d'avant, c'était cette voiture-là. Donc, on peut organiser le travail au sein de l'atelier. On peut aussi organiser le travail du photographe, organiser le travail des mécaniciens, etc. Donc, cette représentation permet de d'écrire proprement l'ensemble des tâches et de n'en rater aucune, permet à chacun des intervenants de savoir sur quelle voiture il doit travailler aujourd'hui, et va permettre, si on arrive à tenir la totalité du cycle, va permettre de faire passer la voiture en 7 jours dans le processus qui permettra de la mettre en vente, entre achat et vente. Et puis ça permettra aussi de voir toutes les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à le faire en 7 jours. Et donc de relancer toutes les résolutions de problèmes qui sont sous-jacentes au processus que l'on connaît en général. Donc là, ce qu'on aura compris cette fois-ci, c'est le processus de préparation avant la mise en vente. Et je peux vous assurer que tout le monde n'était pas tout à fait d'accord sur ce processus-là. Les gens ont fait des découvertes. De bien voir l'enchaînement des activités. Donc si on cherche la Toyota Yaris bleue, on peut savoir dans le planning à quel endroit elle est. On peut savoir si on en avance ou si on est en retard. Et on peut savoir, dans ces cas-là, s'il y a un problème. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la Toyota Yaris bleue rentre dans le cycle de 7 jours de préparation et quels sont les problèmes qu'il va falloir résoudre. Et cette résolution de problème, eh bien, elle va permettre de mieux comprendre. Un exemple de problème, j'ai besoin d'une pièce pour réparer, je ne l'ai pas en stock, donc il va falloir que je commande la pièce et que j'attende 72 heures avant que la pièce ne revienne. C'est un exemple de problème. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Avoir peut-être des stocks, un petit stock disponible sur place, avoir des systèmes de commande plus rapides, etc. On peut trouver 1001 solutions, mais il faut bien qu'on soit d'accord sur le fait qu'on essaye de résoudre l'ensemble, de livrer la voiture dans les 7 jours pour réussir. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une application du management visuel tel qu'on le rêve, comprendre, voir et agir. Quand on regarde en termes de résultats, puisque l'objectif était de faire les choses en moins de 30 jours, quand on regarde en termes de résultats, en fait, on s'aperçoit que les gens ne vont pas mesurer exactement ce qu'on imagine. Donc, ils se sont dit que le délai de préparation, le petit processus qu'on vient de regarder, il fallait l'accélérer. On est passé de 26 jours à 10 jours. Donc, vous voyez, on n'est pas encore tout à fait aux 7 jours de cible, mais enfin, il y a quand même eu 62% de réduction. Même chose, le délai de livraison, lui aussi, était un peu trop long. Là, pour le coup, on a réussi à le diviser par 2. Notre objectif qui était de réduire le stockage, le nombre de jours de stockage sur le parking, notre objectif s'est amélioré puisque les voitures qui attendent de plus de 90 jours sont passées à 14.
C'est pas exactement comme ça qu'on avait fixé l'ambition, mais enfin c'est comme ça que ça a été mesuré. Et la rotation du stock est plus rapide. Le principe de la rotation, c'est que avant on mettait 50 jours entre le moment où on avait sorti de l'argent et le moment où on le récupérait. Maintenant on va mettre 39 jours. Donc on est presque aux 30 jours attendus. Et vous voyez bien qu'en termes de marge, les choses se sont très largement améliorées, puisqu'on passe de 433 euros de marge par voiture à 746. Donc 313 euros de marge en plus pour chaque voiture, c'est un énorme bond en avant pour l'entreprise. Voilà, si je devais vous faire une petite synthèse à ce stade-là de ce qu'est un management visuel, ben, je vous dirais que le management visuel, ça n'est pas le reporting du chef. L'objectif, c'était pas que le chef puisse savoir si les voitures étaient vendues à la bonne vitesse ou non. L'objectif, c'était de savoir comment vendre plus rapidement les voitures. Donc, c'est de comprendre ensemble et pas faire un reporting. Donc, le management visuel, ça n'est pas le reporting du chef affiché sur le mur. Le management visuel, ça n'est pas non plus l'activité des autres. Ça, c'est le management visuel que je vous ai montré, c'est celui d'une concession. Peut-être qu'une autre concession va avoir un management visuel différent. Et d'ailleurs, c'est tout à fait légitime parce que, en fait, une autre concession n'aurait peut-être pas du tout les mêmes problèmes. Peut-être que son atelier était super bien organisé et qu'il n'y avait aucun problème sur la préparation, mais qu'en revanche, il fallait renforcer le talent commercial des commerciaux. Donc, le management visuel va dépendre des questions que vous vous posez et de ce sur quoi vous voulez bien comprendre les choses pour pouvoir bien agir. Donc, le management visuel, ce n'est pas l'activité des autres. Et quand on va vous dire dans certaines entreprises, ce qui est très important, c'est de standardiser le management visuel sur l'ensemble de l'entreprise, etc., on peut se montrer vraiment étonné, parce que qu'est-ce qui vous fait penser? Un, que votre management visuel est adapté à toutes les activités. Deux, que vos équipes ne sont pas capables de monter leur propre management visuel. Et trois, que le management visuel que vous voyez aujourd'hui est le top du top, qu'il n'y a pas d'amélioration possible, qu'il n'y a rien de plus intelligent à faire. Donc voilà, donc ça c'est un point clé du management visuel. Le management visuel, c'est pour une équipe. Et donc l'équipe, elle va comprendre. Donc qu'est-ce qu'elle va comprendre? Elle va comprendre son client, son produit, son processus, son fonctionnement d'équipe. Ensuite, elle va voir, parce qu'elle aura construit le bon management visuel qui va lui rendre service, elle va voir quoi? Ben, les écarts. Je voulais faire quelque chose en 7 jours, je le fais en 10. Il y a un écart, il s'est passé quelque chose. On va voir les valeurs qui bougent. On va se dire, tiens, si jamais je teste ça, est-ce que je vais être plus rapide? Est-ce que je vais être plus lent? Est-ce que la qualité sera meilleure ou moins bonne? On va voir le flux, finalement, est-ce que j'ai beaucoup d'activité ou non? On va voir la qualité, est-ce que j'ai réussi à livrer quelque chose de propre ou non? Et on va pouvoir agir. Agir, on a toujours deux niveaux d'action. D'abord, réagir pour protéger le client. Ça, c'est vraiment important. Ça peut prendre du temps de résoudre un problème, mais il n'y a pas de raison que notre client se retrouve le bec dans l'eau parce qu'on n'a pas été capable de livrer du bon produit au bon moment. Et puis, dans un deuxième temps, on va résoudre définitivement le problème et se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait, la prochaine fois, faire en sorte que ça n'arrive pas? Donc là, je vous ai montré un exemple sur une concession. Et donc, c'est de l'achat et vente de véhicules d'occasion et puis un process très physique. Je pourrais vous parler d'exemples dans l'informatique. Quand vous voyez un management visuel sur un mur d'une équipe de développement, est-ce que vous comprenez qui est le client? Est-ce que le produit qu'on est en train de développer, c'est pour des internes, c'est pour des clients de l'entreprise? Quel est le produit qu'on veut développer? Quel est le processus qu'on va mettre en place? Quelle est l'équipe avec laquelle on travaille? Sur le processus, on va par exemple pouvoir se poser la question de quel est votre processus de test. Surtout si on s'aperçoit qu'il y a des bugs qui sont produits par l'équipe. On peut se poser la question de quel est votre processus de mise en production. Si on s'aperçoit qu'en fait, l'équipe va essayer de faire des sprints de 2 semaines, mais que les mises en production se font plutôt tous les 3 à 4 mois, on peut trouver ça un peu lent. Donc quel est votre processus de mise en production? Quelles sont les attentes des clients? Où est la qualité? Voilà. Et puis ensuite, on va voir ce qu'on voit on va voir des user stories qui passent, des bugs qui émergent, des choses qui sont livrées. Ça, c'est dans le voir. Et puis agir, on peut faire mille et une choses pour que ça se passe mieux. On peut être meilleur dans ses estimations, on peut changer ses politiques de test, on peut essayer de finir des user stories plus rapidement au détriment du démarrage d'autres, etc. Donc comprendre, voir et agir, c'est vraiment quelque chose qui s'applique dans la vente de véhicules d'occasion, dans l'informatique, dans la production, dans la création de crédit immobilier, dans la souscription de contrats d'assurance. Il suffit juste que les gens se posent, qu'ils réfléchissent
et qu'ils comprennent bien ce qu'ils veulent faire. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de faire du management visuel. Et voici quelques coordonnées d'Operae si jamais vous souhaitez nous contacter. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition et ce sera avec plaisir. Combien de temps faut-il, donc une question de Paul, combien de temps faut-il pour monter un management visuel utilisable et en obtenir des premiers résultats? Alors, monter un management visuel, ça va vous prendre le temps déjà de clarifier un peu ce qu'on a envie de voir dans le management visuel, et ça, je dirais que ça peut être un peu itératif, mais enfin, je vois pas pourquoi ça prendrait plus d'une semaine, et encore avec des échanges à droite à gauche, hein. C'est pas une semaine de charge, c'est juste le temps que les choses mûrissent. Ensuite, en une demi-journée, on peut avoir une première version de son management visuel avec beaucoup de choses à l'intérieur, et puis celui-là va permettre déjà de prendre des décisions très opérationnelles et d'avoir un impact en 3-4 semaines. Mais en 3 à 4 semaines, on va aussi le faire évoluer parce que finalement, certains sujets avaient l'air évidents. Et ces sujets-là, finalement, demandent un peu plus de réflexion, demandent de creuser un peu mieux. Je vais vous donner un exemple. Si je reprends des managements visuels, reprenons de l'informatique par exemple, vous avez des product owners qui interviennent au début pour écrire les user stories, mais vont intervenir aussi à la fin du processus pour faire les tests. Le management visuel va montrer qu'on écrit beaucoup de user stories, mais qu'on ne réalise pas les tests. Et donc les développements vont s'accumuler sans que les tests ne sortent. Et tant que les tests ne sont pas faits, le travail du développeur n'est pas à disposition des utilisateurs. Donc dès qu'on voit le management visuel, on peut rééquilibrer les tâches entre l'amont et l'aval. C'est juste un exemple. Alors, qui met le management visuel? Le management visuel, c'est vraiment quelque chose pour l'équipe, à destination de l'équipe. Dans l'idéal, le management visuel, on fait le point tous les jours. Ça permet de se dire, tiens, comment s'est passé la veille? On a fait un certain nombre d'hypothèses, on a fait des choix d'organisation, on a décidé qu'on allait travailler d'abord sur ces dossiers de crédit immobilier-là, ensuite sur ceci, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on voulait faire la veille. Et puis le lendemain, on se dit, tiens, ça a marché, pas marché. On a réussi à répondre à plus de demandes, on a réussi à être de meilleure qualité, ça dépend ce qu'on cherche, hein. Donc voilà, ce que j'ai fait la veille, ce que j'ai fait aujourd'hui, et puis ensuite, comment est-ce qu'on va s'organiser aujourd'hui pour être meilleur, parce qu'on aura un peu appris de ce qu'on a fait la veille. Je connais des managements visuels qui peuvent être beaucoup plus rapides que ça. J'ai travaillé avec des gens qui font de la saisie de virements bancaires. Un virement, c'est entre 90 secondes et 300 secondes, mettons, hein, pour saisir un virement. Il y a assez peu d'informations, un petit peu de contrôle. C'est quelque chose de très rapide. Là, le management visuel, il est quasiment en temps réel. Ça permet de savoir si on est bien organisé, si tout le monde est là, si l'informatique fonctionne bien, s'il n'y a pas quelque chose de particulier dans le flux de la journée. Et on fera un point le lendemain matin et tous les jours d'après. J'ai vu des managements visuels qui étaient utilisés de façon un peu plus lente. Là, c'était pour des gens dont les cycles de travail étaient assez lents. Aujourd'hui, on le voit moins dans l'informatique, mais avant, les cycles en V, ça pouvait être plusieurs semaines ou plusieurs mois de spécification avant de se lancer dans des développements, du test, etc. Donc avant d'avoir le temps de voir quelque chose dans un management visuel, c'était embêtant. Il fallait faire preuve de beaucoup d'imagination pour avoir du feedback assez rapide. C'est l'avantage de l'agile, hein, c'est qu'on a du feedback plus rapide. Ceci dit, on le voit quand on assiste à des rétrospectives agiles, un management visuel sur lequel on va réfléchir une fois toutes les 2 semaines, en fait, ça va être totalement inefficace. Parce que dans une rétrospective, on ne saura plus très bien ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que cette user story, finalement, une fois développée, elle n'a pas été acceptée par le PO? Ça va rester assez flou. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi on a généré un bug? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à merger les branches? Pourquoi si? On va partir sur des hypothèses plutôt que sur des faits. Donc voilà, management visuel, un jour c'est bien, une semaine c'est vraiment, vraiment le maximum. Alors une autre question, comment réussir à impliquer nos collaborateurs réticents? Alors déjà, ça c'est de la conduite du changement. C'est pas obligatoirement du management visuel, c'est de la conduite du changement. Le principe de la conduite du changement, c'est que vous allez avoir 10% des gens qui vont être d'accord. Un peu par principe, beaucoup par fidélité, parce qu'ils se disent, bah voilà, si on a envie de tester, moi je suis prêt à tester, si mon responsable d'équipe se dit ça va être chouette, je vais le soutenir. Parfois par conviction. Ah bah je sais que le visuel ça marche chez quelqu'un d'autre, j'aimerais bien en profiter aussi, ça me changera un peu de mes tableaux de bord Excel, etc. Donc vous en avez 10%, vous n'avez pas vraiment besoin de les convaincre, ils vont démarrer.
Vous en avez 80% qui en fait sont pas vraiment dans le match, observent le match, se disent mais finalement est-ce que ça va vraiment prendre? Est-ce que c'est pas la lubie du mois de janvier, mais en février on fera autre chose et puis en mars on sera encore passé ailleurs. Donc ils attendent. Puis vous en avez 10% qui disent de toute façon c'est pas comme ça que je veux travailler et ça ne marchera jamais. Donc le principe de la conduite du changement, un, vous soutenez les gens qui vous soutiennent. Donc les 10% qui ont envie d'y aller, vous faites les trucs avec eux, vous ne me lissez pas, ils ont envie d'avoir des post-it bleus, des post-it jaunes, des colonnes, des ronds, des cercles, vous y allez tant qu'on est toujours sur le bon sujet. Et plus l'attention sera portée sur comment est-ce que ça marche, plus les 80% vous rejoindront. Il y a un effet de groupe qui va être rassuré en se disant, bah effectivement, ça fonctionne bien. Là, il y a une seule consigne, hein, c'est on oublie tout, on pardonne tout. Donc si Albertine, elle vous a dit oui, j'hésite, etc. le lundi, et que le jeudi, elle vient poser un post-it, c'est comme si elle avait toujours été favorable au système de management visuel. On lui dit merci. Et puis il va rester les réticents. Alors les réticents, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai une pratique de management visuel quand on est dans le même lieu. C'est un peu difficile en confinement, mais quand on est dans le même lieu, voilà comment on peut faire. Bah, ceux qui ne veulent pas participer, de toute façon, ils sont assis quelque part, les bras en croix. Eh ben, on les laisse assis quelque part, les bras en croix. Mais s'ils ne veulent pas participer, ils ne sont pas non plus obligés de voir ce qui se passe. Et donc le cercle peut être plus proche du tableau qu'ils ne le sont eux. Comme ça, s'ils ont envie de savoir, bah, ils se mettront debout, ils viendront voir et ils commenceront à participer. Mais de toute façon, le principe de la conduite du changement, c'est soutenir les gens qui vous soutiennent et emmener avec vous les gens dès qu'ils ont fait un tout petit pas en votre direction. Voilà. Avez-vous déjà vu des managements visuels numériques fonctionner de manière efficace? En confinement par exemple, si oui, quels sont les points importants pour que ça marche? Alors oui, ça j'en ai vu. Nous, on utilise à Operae un management visuel à partir d'une solution qui s'appelle Ubiquet, qui permet d'avoir des post-it que tout le monde peut bouger à distance. On l'utilise depuis longtemps parce qu'on est sur Paris et sur l'île, on partage beaucoup de choses, donc on les a montés ensemble, on sait les faire fonctionner ensemble et ça se passe bien. On a des clients qui les utilisent aussi de leur côté. Bon, donc nous, on utilise une solution qui s'appelle Ubiquet. Il y en a d'autres. Un de mes clients utilise une solution qui s'appelle Miro. Donc voilà. Donc il existe des managements visuels digitaux qui fonctionnent bien. Alors le principe du comment ça se passe, ce que je vois, c'est que les gens se donnent rendez-vous à un moment et c'est assez rapide. Donc on va essayer de garder le rythme qu'on avait quand on était ensemble. Donc on se dit ça va prendre 15-20 minutes. Voilà l'ordre du jour et on est d'accord sur l'ordre du jour. Ensuite, il faut accepter la prise de parole des uns et des autres. Et puis les préconisations que l'on donne aujourd'hui, c'est d'envoyer un petit compte-rendu écrit en général, parce que vous avez des gens qui n'auront pas participé à ce management visuel à distance et qui finalement vont avoir un peu perdu le fil. Donc voilà. Donc le premier point clé, c'est le bon outil. Il faut que l'outil soit à la main de tout le monde, que chacun puisse contribuer, envoyer un post-it en disant voilà le problème que j'ai rencontré, mettre une date, expliquer quelle est sa stratégie de la journée, voir comment les autres réagissent. Donc le bon outil, c'est important. La structuration du bon outil, je vous ai dit tout à l'heure, un management visuel, ça n'est pas le point de vue du patron, ça n'est pas le point de vue d'une autre équipe, c'est vraiment le point de vue de l'équipe, etc. Donc il va falloir le prototyper avec un tout petit groupe, même à distance, ou recopier quelque chose qu'on avait déjà, et puis accepter de le faire bouger. Et puis enfin, il va peut-être falloir qu'il soit allégé par rapport à ce qu'on a dans un management visuel en salle, parce que les choses sont écrites plus petites. Vous voyez, un post-it, vous allez mettre un vrai post-it, vous allez mettre quelques informations. Si vous essayez de le mettre sur votre écran, en fait, soit votre post-it va vous prendre un cinquième de votre écran et vous ne verrez pas la globalité, mais vous arriverez à le lire, soit vous allez le faire tout petit, et à ce moment-là, vous ne saurez plus ce qui est écrit dessus, mais vous verrez tous les post-it. Donc voilà, je pense que le point d'après, une fois qu'on a le bon outil et qu'on a la bonne structure, c'est d'alléger au maximum l'information pour que ça soit très simple, un peu comme les fourmis qui font de la stigmergie. Vous savez, les fourmis, il y en a une qui trouve le chemin, puis elle laisse des petites informations aux autres, ça s'appelle de la stigmergie. Elle n'en fait pas des grandes littératures, c'est juste un peu d'information. Ben voilà, c'est quelle est l'information minimale dont on a besoin pour pouvoir collaborer et se dire que tout va bien. Une dernière question. Je regarde.
d'autres questions sur le management visuel, mais je vais les laisser. Bah, écoutez, une dernière recommandation, mais vous avez peut-être eu la photo. Donc, le livre de Seth Steven Spears s'appelle The High Velocity Edge. Il n'a pas été traduit en français. Il se trouve sur Amazon. Et c'est vraiment un excellent bouquin. Écoutez, je vous remercie de votre participation, je vous remercie de votre indulgence pour le démarrage, et puis je vous souhaite une excellente après-midi et une excellente fin de semaine. Au revoir.